Je viens de me souvenir que cette nuit, j'ai fait un rêve. Je venais d'arriver à Séville, j'avais tous mes bagages sur moi et je voulais trouver quelque chose à manger. Du coup, j'étais entré dans un kebab et une fois que j'avais réussi à commander à manger, j'ai commencé à faire le tour de la ville pour essayer de retrouver un oncle qui s'appelait Marcel et qui travaillait dans un restaurant à Séville. Et après avoir marché 1 heure dans la rue, je me suis rendu compte qu'en fait, cet oncle Marcel travaillait dans le kebab dans lequel j'étais allé chercher de la nourriture plus tôt. Mais entre-temps, il y avait un groupe d'enfants, peut-être 10, 11, 12 ans. Il y en a un qui a profité pour prendre les clés de ma valise qui était dans ma poche gauche. J'ai récupéré les clés de force et je lui disais que c'était pas normal qu'un enfant de cet âge il fasse des choses comme ça. Sauf qu'à ce moment, il y a sa mère qui est arrivée, qui a commencé à insulter ma famille parce que j'avais dit à son gosse que c'était pas bien de voler. Je sais pas ce que ça signifie ce rêve, mais c'était bien étrange. Radio Campus Orléans présente Entre crochets, épisode 2. Après cette première nuit passée en Espagne, je suis descendu au réfectoire de l'auberge pour prendre mon petit déjeuner. Il y a du jus de fruits, des céréales, de la confiture, de la pâte à tartiner, du fromage ou encore du pain de mie à faire griller. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et les goûts en matière de petit déjeuner sont différents de la France, je m'explique. Le matin, les Espagnols aiment manger une spécialité bien de chez eux, le pan con tomate. Ce ne sont ni plus ni moins que des tartines de pain recouvertes de tomates en bouillie. J'y ai goûté et ça ne m'a pas convaincu. Je me suis d'ailleurs rendu compte que je suis très français. Je me suis fait une assiette de croissants et de tartines au fromage. Il me manque plus que la marinière et le béret. En ce jeudi 5 septembre, mes pensées sont occupées par deux choses. La recherche de logement et la carte d'abonnement au transport en commun. Apparemment, les Sévillans n'aiment pas faire simple. Quand dans la plupart des villes on trouve en général une unique compagnie en charge de l'exploitation du réseau urbain, à Séville on en trouve deux. Il y a tout d'abord la TUSAM, TU2SAM, qui est donc le service municipal en charge de la gestion des quelques 54 lignes de bus que compose son réseau, ainsi que de la gestion du Metro Centro, qui comme son nom ne l'indique absolument pas, est une ligne de tramway et non de métro. Cette dernière comporte d'ailleurs 5 stations et il y a une anecdote assez marrante à son sujet. À son inauguration en 2007, l'ensemble de la ligne fonctionnait sur caténaires. Les caténaires, ce sont ces câbles électriques en hauteur qui permettent au tramway d'être alimenté en électricité. Sauf qu'en avril, à Séville, il y a la Semaine Sainte, une fête chrétienne avec de nombreuses processions durant lesquelles une vierge géante est montée sur un char déplacé à force humaine. Sauf que les caténaires gênaient la circulation. Ils ont du coup été démontés sur l'intégralité du tronçon qui traverse le centre-ville, les tramways ont été mis sur batterie et ils se rechargent à chaque station. On a donc d'un côté la TUSAM et je vous parlais d'une deuxième compagnie un peu plus tôt et j'y viens. On a donc des bus, une petite ligne de tramway, tout ce qui nous manque c'est une ligne de métro. Et c'est donc ici qu'apparaît Metro de Sevilla, une société qui exploite l'unique ligne de métro de la ville appartenant à la Junta d'Andalucía, l'équivalent espagnol de notre conseil régional. Et pour le coup, la TUSAM et Metro de Sevilla sont bel et bien deux entités différentes. Les titres de transport de la TUSAM ne fonctionnent pas sur la ligne de Metro de Sevilla et vice-versa. Mais alors, que choisir ? La TUSAM propose un abonnement à tarif réduit pour les étudiants. À hauteur de 19 € par mois, il permet de prendre n'importe quel bus ou tram à volonté et sans restriction durant toute sa durée de validité. Mais pour la faire, il faut compter environ 2 semaines d'attente. Personnellement, je suis retourné plusieurs fois à l'agence et j'ai fait la queue pendant des heures pour au final arriver au guichet et me faire renvoyer imprimer une photo d'identité. En attendant d'avoir la carte ou si vous préférez ne prendre que le métro pendant l'année, je vous conseille d'acheter la carte du Consorcio de Transportes, une carte verte qu'on peut acheter dans les kiosques presse tabac qui sont très nombreux dans la ville. C'est en réalité la seule et unique carte qu'on peut utiliser sur les deux réseaux de la TUSAM et de Metro de Sevilla. Elle a l'avantage de pouvoir se recharger sur les bornes du métro par carte bancaire et chaque voyage coûte 82 centimes. J'ai pour ma part fait le choix de prendre l'abonnement à 19 € de la TUSAM pour voyager librement dans la ville sans me prendre la tête et le coupler avec la carte verte du Consorcio de Transportes pour prendre le métro de temps en temps. Il y a un petit chat. Parque Maria Luisa. Je l'ai appelé mais il s'est enfui. Il a pas l'air de vouloir.
quitté l'auberge il y a environ 23 minutes parce que fallait partir à 11 h. Du coup, au début, je voulais remonter en bus jusqu'au Prado de San Sebastián puisque c'est là qu'il y a un point de vente Tucson. Mais au final, je me suis dit que je vais y aller à pied et c'est pas plus mal parce que ça me fait traverser le parque de Maria Luisa. J'ai été surpris par la diversité de la faune et de la flore du parc Maria Luisa. Dans cet immense espace vert aux portes du centre historique ancien de Séville, il y a énormément d'espèces d'arbres différentes et inhabituelles pour un Français de métropole, comme des palmiers ou des orangers. Et dans ces arbres se cachent plein d'espèces d'oiseaux, souvent colorés comme des perruches vertes. Là, je suis assis sur un banc. Un espèce de grand banc en briques avec des carreaux de faïence, c'est super joli, c'est très coloré. Et autour de moi, il y a des tonnelles avec plein de fleurs qui poussent dessus. Ça doit être des roses, je pense. Et il fait déjà 31 degrés, il est 11 h. Et le temps est vraiment très humide. Mais vraiment très humide. Du coup, au bout de genre 10 minutes de marche, je suis déjà essoufflé. Surtout avec la valise à tirer sous le soleil. Du coup, voilà, je fais une petite pause et après je repartirai. Mais pour l'heure, il faut que je trouve un endroit pour vivre. Le matin même, à l'auberge de jeunesse, je m'inquiétais de n'avoir qu'une seule visite de prévue. Au final, j'ai réussi à en programmer une deuxième. Et pour celle-là, Gemma, une amie espagnole que j'ai rencontrée l'année dernière alors qu'elle faisait son année d'Erasmus à Orléans, m'a accompagné pour m'aider à surmonter la barrière de la langue. On est vendredi 6. Ah ouais, on est vendredi. Hier soir, j'ai retrouvé Gemma. Bonjour Gemma. Bonjour. Voilà, donc Gemma qui est mon amie espagnole qui vit dans les alentours de Séville, mais qui pour les études habite à Séville et qui du coup m'a logé cette nuit. Donc là ce matin, il y a une visite, dans à peu près 13 minutes on a une visite d'un premier appartement. Sauf que le premier logement qu'on va visiter, Gemma m'a dit qu'il était dans un quartier pas très recommandable, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas les meilleurs quartiers. Ouais. Et pourquoi c'est pas le meilleur quartier? Parce que c'est un quartier qui est très célèbre par la violence, la drogue. Ouais. Vamos a avisar. Nicolò, es que hay un chico viviendo italiano. Sí, italiano. Sí. Entiendo. Es del norte de Italia. ¿Entiendes? Sí. Esta da al patio interior. Aquella habitación da a un colegio, Sí. al patio de un colegio. Sí. Y esto da al patio Y interior. esto da a un patio interior. La habitación de aquí de la cocina es esta. Vale, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, adiós. 11h41, on vient d'avoir la visite de l'appartement Cali Amor. Et donc c'est un appartement dans un immeuble. L'appartement en lui-même c'est propre, il n'y a pas de souci. Le problème c'est juste la zone. Et c'est assez excentré en fait du centre-ville. Je pense qu'on va aller manger, non? Ouais. Clairement on va aller manger. Retour en juillet avec Marie-Annie Manceau au bureau des relations internationales avec toujours les travaux de la ligne A plus en forme que jamais. En Allemagne, en général, les étudiants utilisent des chambres universitaires qui leur sont proposées. Dans les pays nordiques, c'est très bien rodé. Ils sont dans des résidences universitaires aussi, bien placées d'ailleurs, proches de l'université, derrière un lac gelé l'hiver, avec sauna. Et en Irlande, les étudiants utilisent en général des résidences privées qui sont donc utilisées habituellement aussi par les étudiants Erasmus. Il n'y a pas à se poser la question où est-ce que je vais loger. Il y a à se poser la question quelle résidence je vais choisir parmi celles qui me sont proposées. Beaucoup d'offres de logement en Espagne et beaucoup d'arnaques aussi et quelquefois des expériences qui ne sont pas positives et l'étudiant il laisse son logement et il va chercher autre chose, quoi. Alors que j'étais à la Tucson pour faire ma carte d'abonnement,
j'ai rencontré 2 Français et Françaises de Rouen, Tara et Soriba. Tara a réservé un logement en passant par une agence sur internet sans le visiter avant. Quelques jours après y avoir emménagé, elle a reçu une lettre de ses voisins habitant l'étage d'en dessous. Et la Aratia dime que es cuando eso se satura. Si. J'ai remarqué, peu de temps avant, que lorsqu'on tirait la chasse d'eau, on l'entendait se remplir sans qu'elle ne se remplisse pour autant. Il s'est avéré que l'eau qui était supposée s'y déverser se retrouvait à l'étage d'en dessous. Ce soir-là, on avait prévu de manger des pâtisseries qu'on avait achetées un peu plus tôt, mais au final, ça s'est terminé en quart d'heure plomberie dans la salle de bain avec les voisins. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention à certaines choses. En Espagne, est-ce que le logement est chauffé? Quelquefois, il n'y a pas du tout de chauffage. Les étudiants ne pensent pas toujours à vérifier ça et donc il peut avoir froid l'hiver quand même, quoi. Donc, pas de chauffage, la chambre qui ferme pas à clé. Savoir si on va prendre une chambre avec accès aux parties communes ou si on va louer à plusieurs un logement. Dans ce dernier cas de figure, si un étudiant part en cours d'année académique, la part de l'étudiant qui reste, elle est plus importante. Après, est-ce qu'il y a un bail? Quelles sont les modalités de désistement éventuel? Le propriétaire, très sympathique, main sur l'épaule, on fait ça entre amis. Ah oui, sauf qu'entre amis, on n'est pas. Des amis, on ne se connaît pas. Puis au moment de partir, là, on n'est plus du tout amis. Là se pose le problème de récupérer la caution et ça devient problématique. Marianne Imanso a beaucoup insisté lors des différentes réunions d'information sur le fait qu'il est important de visiter son logement avant de s'engager. À ces occasions, elle nous a également raconté la mauvaise expérience d'une étudiante qui s'est retrouvée dans un logement qu'elle partageait avec la mère âgée de la propriétaire. Elle avait l'habitude de mettre la télé très fort le soir et comme la porte ne fermait pas à clé, elle aurait eu tendance à entrer dans la chambre de l'étudiante lorsqu'elle n'y était pas. On a eu aussi des étudiants, alors ça par contre, c'est en Irlande, une propriétaire qui disait qu'elle travaillait en partenariat avec une université, ce qui n'était pas le cas. Des étudiants ont donc pris ce logement et ça a été assez problématique parce que elle installait des caméras dans les entrées, pas le droit de faire venir quelqu'un dans sa chambre, c'était très rigide et par exemple, cette adresse-là, on sait qu'elle est déconseillée aux étudiants. Mais le Bureau des Relations Internationales travaille depuis des années à la création d'un classeur d'adresses conseillées ou déconseillées par les anciens Erasmus d'Orléans. Chaque logement possède sa fiche qui comporte des infos comme une description avec photo de l'intérieur, le montant du loyer et des charges, les avantages et les inconvénients ainsi que la manière avec laquelle l'étudiant l'a trouvé. Et le fait que ce logement ait été recommandé par un ancien étudiant Erasmus, c'est donc qu'il n'y a pas eu de problème ni avec le logement ni avec le propriétaire. Parallèlement à ça, je me suis tourné vers l'ESN pour leur demander s'ils avaient des sites internet de confiance sur lesquels je pouvais aller pour trouver un logement. Ils m'ont conseillé Isaplus, Idealista, Fotocasa ou encore Milanuncios, le bon coin espagnol. L'après-midi, j'ai visité un deuxième logement. Rema devait rentrer dans son village puisqu'elle avait un cours de français de prévu. Je suis donc tout seul pour cette deuxième visite, ou plutôt devrais-je dire la seconde, étant donné qu'il n'y en a pas eu ensuite. Cette maison ancienne typique espagnole au cœur d'un quartier dynamique de la ville est habituée à recevoir des étudiants venus d'Orléans vu que je l'ai trouvée dans le classeur des logements du BRI. J'ai été accueilli par Juan Pedro y Conche, les propriétaires. La maison m'a tout de suite plu. La distribution des pièces se fait sur 2 étages autour d'un patio qui apporte énormément de lumière à la maison et également à la cuisine qui est sous une verrière. On peut également profiter de 2 terrasses, dont une sur le toit, d'où on a une vue imprenable sur les toits de la ville. J'ai donc finalement décidé d'y emménager, mais il a quand même fallu que j'attende quelques jours avant de pouvoir y déposer mes valises. Retour donc à l'auberge. J'étais en train de faire mon sac pour demain. On est toujours dimanche, à l'auberge de jeunesse. Et j'étais en train de faire mon sac et je viens de retrouver des pâtisseries que Rema m'avait données avant qu'on quitte son appart. C'est des espèces, ça s'appelle des flauta de cacao. Elle m'a dit que c'était comme un pain au chocolat en France, mais tourné à l'espagnol, il en reste 2, du coup j'ai mon dessert pour ce soir. Donc. Ah oui, et au passage, ce midi à 15h30, j'ai pris mon repas du midi. J'ai mangé un sandwich triangle. C'est tout. Et là, ce soir, mon repas du soir, c'est une baguette aux 8 céréales. Oh. Bonjour, petite fourmi.
Il y a une fourmi qui est en train de tirer une miette de pain qui est tombée par terre. Je voyais la miette qui était placée. Et non, c'est une fourmi qui la tire. C'est dingue quand même de se dire à quel point les fourmis arrivent à déplacer des choses qui font plusieurs fois leur poids. Lundi soir. Ce soir-là, j'ai rencontré ma première colocataire, Gabriela, qui étudie la philosophie française à l'université de Séville, celle qui est en centre-ville. J'ai fait un saut au supermarché pour acheter de quoi manger. J'avais envie de pâtes au fromage. Je voulais faire fondre du fromage, du coup j'ai mis le fromage dans une assiette que j'ai mis au micro-ondes. Et ici, les assiettes sont en verre et apparemment faut pas mettre du verre dans le micro-ondes parce qu'au bout d'une trentaine de secondes, j'ai entendu quelque chose dans le micro-ondes qui explosait. Et au début, je pensais que c'était le plateau qui s'était dévissé de son axe. Et quand j'ai ouvert le micro-ondes, j'ai vu qu'il y avait du fromage partout et qu'il n'y avait plus d'assiette. En fait, l'assiette avait explosé dans le micro-ondes, littéralement. En réalité, le problème ne vient pas de l'assiette, mais du fait que je n'ai pas su me servir de ce micro-ondes correctement. En fait, c'est un four traditionnel hybridé avec un four à micro-ondes qui dispose de plusieurs modes. Bien entendu, lorsque je l'ai utilisé pour la première fois, j'ai malencontreusement configuré la puissance du micro-ondes à 100%, ce qui a fait inévitablement exploser l'assiette. Depuis, j'ai réussi à comprendre comment l'utiliser et je n'ai rien fait exploser d'autre dans la maison. C'était Entre crochets, un podcast réalisé par Erwan Cochery avec le soutien de Radio Campus Orléans. Retrouvez plus d'infos sur www.orléans.radiocampus.org sur les réseaux sociaux et mon SoundCloud. Merci à Gemma d'avoir participé à cet épisode, à Marie-Annie Manceau qui est également apparue dans le précédent, ainsi qu'à Myriam Annick pour l'aide technique. Et merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette série tout autour de vous si elle vous plaît, et rendez-vous au prochain épisode.